Il existe un état que les hommes puissants atteignent et que leurs adversaires ne comprennent jamais. Un état où le manque de respect cesse d'être une offense et devient une variable stratégique. Ce n'est plus une question d'amour-propre, c'est une question de position. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer comment les personnes puissantes gèrent réellement le manque de respect. Pas en surface, pas avec des conseils génériques sur le calme ou la patience, mais à travers une lecture stratégique des dynamiques de pouvoir, réputation, perception, temporalité, conséquences. Dans Le Prince de Nicolas Machiavel, il est expliqué qu'un dirigeant doit toujours agir de manière à préserver son autorité et éviter le mépris, car le mépris affaiblit le pouvoir plus sûrement que l'hostilité ouverte. Autrement dit, ce n'est pas l'attaque en elle-même qui est dangereuse, c'est ce qu'elle révèle ou installe si elle est mal gérée. Les personnes puissantes comprennent cela. Elles analysent le contexte avant d'agir. Elles évaluent l'intention derrière l'affront. Elles mesurent l'impact public d'une réponse ou d'une absence de réponse. Elles savent qu'un mouvement mal calibré peut créer un précédent et qu'un silence stratégique peut parfois renforcer plus que n'importe quelle riposte. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment penser dans ces moments-là. Tu comprendras comment transformer une tentative de déstabilisation en consolidation de statut. Et tu verras que le vrai pouvoir ne consiste pas à gagner un échange, mais à sortir de la situation avec une position plus forte qu'avant. Pour comprendre comment les puissants gèrent le mépris, il faut d'abord comprendre ce que le mépris fait à ceux qui ne savent pas le lire. Pas psychologiquement, politiquement. Machiavel observe, dans ses écrits sur les principautés, que les souverains qui tombent ne tombent presque jamais à cause d'ennemis trop forts. Ils tombent parce qu'ils ont laissé s'installer une perception de faiblesse. Et cette perception commence souvent par un affront mal géré, une insulte publique absorbée sans réponse, un subordonné qui franchit une limite sans conséquence, un rival qui teste et qui voit qu'on peut tester impunément. Ce n'est pas l'affront lui-même qui détruit, c'est le précédent qui l'installe si la réponse est absente, tardive ou disproportionnée. Les hommes ordinaires voient dans le mépris comme une blessure personnelle. Que les hommes puissants le voient comme un signal qui contient des informations sur l'intention de celui qui attaque, sur la perception que les autres ont de vous en ce moment, sur la solidité ou la fragilité de votre position actuelle. Ces informations valent de l'or, à condition de les lire correctement et de ne pas les noyer sous une réaction émotionnelle précipitée. C'est précisément là que la distinction devient nette. Ce n'est pas que les puissants ne ressentent rien, c'est qu'ils ont développé une capacité rare, lire ce qu'ils ressentent sans en être dirigés, sentir la chaleur de la colère sans la laisser décider à leur place, observer leur propre réaction intérieure comme un outil d'analyse, pas comme une commande à exécuter. Cette capacité a un nom dans la psychologie moderne. Elle s'appelle l'intelligence émotionnelle. Mais les philosophes de l'Antiquité l'avaient décrite avec une précision redoutable, bien avant que la science lui donne une étiquette. Sénèque, philosophe stoïcien et conseiller de l'empereur Néron, a consacré une part importante de son œuvre à cette question. Dans ses lettres à Lucilius, il revient sans cesse sur un principe qui semble simple à énoncer, mais qui demande une vie entière à intégrer. La colère est une folie de courte durée. C'est lui qui résume cette vérité avec une concision tranchante. La colère est une courte folie. Ce que Sénèque observe, ce n'est pas que la colère est moralement mauvaise, c'est qu'elle est stratégiquement désastreuse. Quand un homme entre en colère face à une offense, il perd momentanément sa capacité à calculer. Il réagit à ce qu'il ressent, pas à ce qui est réellement en jeu. Et dans ce court intervalle de folie, il peut commettre des erreurs dont il portera les conséquences pendant des années. Sénèque ne demande pas de pardonner. Il ne demande pas d'oublier, il demande de différer, laisser passer le moment de l'impulsion, reprendre les commandes, et seulement ensuite, décider. Ce principe, Sénèque ne l'a pas seulement écrit, il l'a vécu dans l'un des environnements les plus dangereux qu'on puisse imaginer, la cour impériale romaine, où une mauvaise réaction pouvait coûter la vie. Conseiller d'un homme imprévisible et brutal comme Néron, Sénèque a survécu des années en pratiquant exactement ce qu'il enseignait. Pas la soumission, pas la lâcheté, la maîtrise froide de soi dans des situations où l'erreur n'avait pas de second tour. Là où Sénèque parle du temps, n'a différé la réaction, son contemporain de pensée Épictète parle quant à lui de territoire. Épictète, philosophe grec né esclave, a développé une idée qui constitue peut-être le fondement le plus solide de toute la psychologie du pouvoir. Il existe deux catégories de choses dans la vie, celles qui dépendent de toi et celles qui n'en dépendent pas. Tout le malheur des hommes, selon lui, vient de la confusion entre les deux. L'offense que quelqu'un te fait appartient à la deuxième catégorie. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent, pensent ou font.
En revanche, ta réaction appartient entièrement à la première. Et c'est précisément cette réaction, et seulement elle, qui définit ta position dans la dynamique de pouvoir qui suit l'affront. Épictète illustrait cela avec une clarté désarmante. Si quelqu'un t'insulte et que tu te sens humilié, ce n'est pas l'insulte qui t'a humilié. C'est ton consentement à l'être. Tu as choisi, même inconsciemment, de laisser ces mots avoir ce pouvoir sur toi. Cette idée dérange parce qu'elle retire l'excuse confortable de la victime. Elle dit « Tu as toujours plus de contrôle que tu ne le crois ». Et les hommes puissants ont intégré cette vérité au point où elle devient une posture naturelle. Face à l'affront, le premier mouvement n'est pas vers l'extérieur, vers l'adversaire, vers le public, vers la riposte. Le premier mouvement est vers l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cela révèle sur la situation? Et quel est, objectivement, le mouvement le plus avantageux pour moi maintenant? Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants que Rome ait connu, a tenu pendant des années un journal personnel qu'il n'a jamais destiné à être publié. Ce journal, connu aujourd'hui sous le titre « Les pensées pour moi-même », est un document extraordinaire parce qu'il montre, de l'intérieur, comment un homme qui dirige un empire pense réellement. Et ce qui frappe à la lecture, c'est à quel point Marc Aurèle revient sans cesse sur la même préoccupation. Comment ne pas être déstabilisé par les actions des autres? Il écrit, dans le livre 4e de ses pensées, commence chaque journée en te disant « Je rencontrerai des gens ingrats, violents, trompeurs, envieux, sans sociabilité. Tout cela leur arrive par ignorance du bien et du mal. » Ce passage est souvent lu comme une invitation à la bienveillance. C'est une erreur de lecture. Car Marc Aurèle ne parle pas de bonté, il parle de préparation mentale. En anticipant que les hommes agiront selon leur nature, limitée, réactive, souvent guidée par l'intérêt ou la peur, il s'immunise contre la surprise. Et un homme qui n'est pas surpris par le mépris ne réagit pas sous l'effet du choc. Il répond depuis un état de lucidité. Marc Aurèle gouvernait un empire qui s'étendait de la Bretagne jusqu'à la Mésopotamie. Il commandait des légions. Il tranchait des conflits d'État. Et pourtant, dans ce journal, il consacre des pages entières à travailler sa propre réaction face aux hommes qui l'irritaient, le trahissaient ou le méprisaient. Non pas pour s'en plaindre, mais pour s'entraîner à ne pas être gouverné par ce qu'il lui inspirait. Cette discipline, exercée au quotidien dans le secret d'un journal personnel, on sait exactement ce que Machiavel aurait appelé la vertu du prince. Non pas la vertu morale, mais la capacité à plier les circonstances à sa volonté plutôt que d'être plié par elles. Ce que ces trois stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ont en commun, au-delà des nuances de leurs approches, c'est une conviction partagée que la maîtrise de soi n'est pas une fin en soi. C'est un instrument de puissance. Celui qui se gouverne lui-même est infiniment plus difficile à manipuler, à déstabiliser, à vaincre. Parce que ses adversaires ne peuvent pas prévoir comment il va réagir. Et l'imprévisibilité, dans la dynamique du pouvoir, est une ressource précieuse. Jules César l'avait compris d'une façon à la fois plus brutale et plus sophistiquée que les philosophes. Et César évoluait dans un monde où le mépris n'était pas seulement une offense personnelle. C'était un outil politique utilisé délibérément par ses rivaux pour l'affaiblir aux yeux du Sénat et du peuple romain. Les sénateurs qui le méprisaient ne le faisaient pas par caprice. Ils cherchaient à installer une perception. Cet homme n'est pas à la hauteur du pouvoir qu'il réclame. Et César avait parfaitement compris la mécanique de ce jeu. Sa réponse ne passait presque jamais par la confrontation directe dans l'instant. César travaillait à plusieurs niveaux simultanément. Le premier niveau était la démonstration par les faits. Face à ceux qui doutèrent de ses capacités militaires, il ne répondait pas avec des mots. Il menait des campagnes. Il revenait avec des victoires. Il transformait le scepticisme en obligation de reconnaître. Le mépris initial se retournait contre ceux qui l'avaient exprimé, parce qu'ils étaient désormais contraints de valider celui qu'ils avaient voulu diminuer. Le deuxième niveau était la gestion de la perception publique. César avait compris avant tous ses contemporains que le pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'on fait, mais dans ce que le peuple croit qu'on fait. Il finançait des jeux, entretenait une proximité calculée avec la plèbe et utilisait ses victoires militaires comme matière première d'une narration soigneusement construite. Un homme que le peuple considère comme grand ne peut pas être facilement diminué par quelques sénateurs, aussi influents soient-ils. César protégeait sa réputation comme d'autres protègent une forteresse.
Le troisième niveau était le plus froid. Il laissait ses adversaires se discréditer eux-mêmes. Quand un rival exprimait un mépris public à son égard, César observait. Il notait. Il attendait que la situation crée naturellement une opportunité de renversement. Et quand cette opportunité arrivait, une erreur de jugement du rival, une conjoncture politique favorable, un moment où l'opinion avait tourné, César agissait avec une précision qui ne laissait aucun doute sur le message. Les tentatives de le diminuer avaient des conséquences. Pas immédiates, mais certaines. Machiavel aurait reconnu dans la méthode de César une application presque parfaite de ses propres préceptes. Dans Le Prince, il écrit qu'un souverain sage ne doit jamais alimenter inutilement la haine, mais ne doit jamais non plus tolérer que le mépris s'installe sans réponse. Il y a une ligne entre les deux. Cette ligne, César la marchait avec une adresse qui forçait l'admiration même de ses ennemis. Il savait quand ignorer une offense était plus puissant qu'y répondre. Et il savait quand ne pas répondre aurait été interprété comme une capitulation. Cette même mécanique, transposée dans le monde contemporain, se retrouve dans la façon dont certains dirigeants politiques modernes gèrent les provocations et les manifestations de mépris. Vladimir Poutine en est l'exemple le plus documenté et le plus analysé. Non pas pour les valeurs qui sous-tendent ses actions, c'est un autre débat, mais pour la précision avec laquelle il opère dans la dynamique du pouvoir symbolique. Quand des dirigeants occidentaux expriment publiquement du mépris à son égard, quand des opposants le défient ouvertement, quand la presse internationale le tourne en dérision, Poutine ne réagit presque jamais dans l'immédiateté. Son premier mouvement est toujours la maîtrise de la narration. Il contrôle l'information qui circule à l'intérieur de sa sphère d'influence. Il décide du cadre dans lequel les événements sont interprétés. Et en contrôlant le cadre, il contrôle la perception, et donc une partie significative de la réalité politique. Ce que les analystes politiques ont souvent noté, c'est que Poutine transforme systématiquement les provocations en démonstrations de force différées. L'affront public devient un prétexte ou une justification pour un mouvement stratégique qui consolide sa position. La provocation extérieure est réinterprétée dans le récit qu'il construit pour son public intérieur comme une attaque contre laquelle il est le seul rempart. Le mépris de l'adversaire devient ainsi, dans cette logique narrative, une ressource politique. Il renforce l'image du dirigeant assiégé mais inébranlable. Ce mécanisme, transformer l'affront en levier de consolidation, est exactement ce que Machiavel décrit quand il parle de la nécessité pour le prince de savoir utiliser la fortune à son avantage. La fortune, pour Machiavel, c'est l'ensemble des circonstances extérieures qu'on ne contrôle pas. Et la vertu du prince, c'est précisément sa capacité à transformer ces circonstances en carburant pour sa propre puissance. L'attaque devient une occasion de se montrer fort. Le mépris devient une occasion de se montrer inatteignable. Il serait naïf de réduire cette mécanique à de la manipulation pure. Ce qui se joue dans ces moments-là est plus complexe. Les hommes puissants qui gèrent le mépris avec cette efficacité ne font pas que calculer froidement. Ils ont réellement développé une capacité à ne pas être déstabilisés. Leur calme n'est pas toujours fin. Il est le fruit d'une discipline longtemps travaillée, d'une compréhension profonde de leurs propres valeurs et d'une vision suffisamment forte pour que les pics extérieurs perdent une grande part de leur impact. C'est ici que la psychologie du pouvoir et l'intelligence émotionnelle se rejoignent dans leur explication la plus précise. L'intelligence émotionnelle, telle que la définissent les travaux de Daniel Goleman dans les années 90, repose sur plusieurs piliers. Ouais, mais dans le contexte qui nous intéresse, la gestion du mépris, deux d'entre eux sont déterminants. La conscience de soi d'abord, et la régulation de soi ensuite. La conscience de soi, c'est la capacité à identifier ce qu'on ressent au moment où on le ressent, avec précision et sans jugement. Dans le contexte d'un affront, cela signifie reconnaître la montée de la colère, de la honte ou de l'orgueil blessé sans pour autant les confondre avec une instruction à agir. C'est exactement ce que Sénèque demandait à ses lecteurs de pratiquer, et c'est ce que Marc Aurèle s'entraînait à faire dans son journal chaque matin. Identifier ses réactions intérieures face aux hommes qui l'irritaient, les nommer, les observer, les neutraliser. La régulation de soi ensuite, c'est la capacité à choisir sa réponse plutôt que de subir sa réaction. Cette distinction, réponse contre réaction, est au cœur de tout ce que nous examinons dans cette vidéo. La réaction est automatique. Elle est pilotée par la partie émotionnelle et instinctive du cerveau, ce que les neurosciences appellent le système limbique.
Elle est rapide, intense et souvent contre-productive dans un contexte stratégique. La réponse, elle, implique un passage par le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui calcule, anticipe les conséquences et évalue les options. Les hommes puissants ont développé, consciemment ou non, la capacité à retarder ce passage de la réaction à la réponse. Certains le font par une discipline longtemps travaillée, comme Marc Aurèle. D'autres l'ont appris dans des environnements où le coût de la réaction impulsive était immédiatement mesurable. Les arènes politiques et les champs de bataille, les cours royales. Mais tous ont en commun cette même compétence, l'intervalle. Ce moment, parfois infinitésimal, entre l'offense reçue et l'action choisie. C'est dans cet intervalle que le pouvoir se joue. Épictète parlait de cet intervalle dans ses entretiens. Il utilisait l'image du joueur de lyre. Avant de jouer, il accorde son instrument. Il ne se précipite pas sur les cordes. Il prend le temps nécessaire pour que ce qui suit soit juste. Face à une offense, l'homme maître de lui-même fait de même. Il s'accorde avant de répondre. Et cet accord, cette pause, cette respiration, ce recul intérieur, est en lui-même un acte de puissance visible pour quiconque observe la scène. Machiavel, qui n'était pas un philosophe au sens académique du terme, mais un observateur clinique des mécanismes du pouvoir, en apporte à tout cela une dimension supplémentaire que les stoïciens n'avaient pas entièrement développée, la dimension stratégique de la temporalité. Pour Machiavel, la question n'est pas seulement de savoir quoi faire face au mépris, c'est de savoir quand le faire, comment le faire et devant qui le faire. Il écrit dans Le Prince que l'erreur la plus commune des princes est de croire que les décisions se prennent dans l'abstrait, indépendamment du contexte. Or, le même geste peut consolider le pouvoir dans certaines circonstances et le détruire dans d'autres. Un souverain qui répond à une offense publique immédiatement et avec force peut sembler décisif ou sembler fragile et réactif, selon la façon dont l'opinion perçoit son état d'esprit. Un souverain qui ignore une offense peut sembler au-dessus de la mêlée et nous sembler faible et incapable de se défendre, selon ce que ses adversaires feront de ce silence. C'est pourquoi Machiavel insiste sur la lecture du contexte comme compétence première. Avant toute décision, le prince doit se poser plusieurs questions. Qui observe cette situation? Quelle est la perception actuelle de ma position auprès de ceux qui observent? Qu'est-ce que l'adversaire cherche réellement à obtenir par cet affront? Une réaction émotionnelle, une concession, une démonstration publique de faiblesse? Et quelle est, parmi toutes les options disponibles, celle qui me place dans la position la plus favorable à long terme, pas seulement dans l'instant? Cette grille de lecture, les hommes puissants l'appliquent de façon souvent automatique parce qu'ils l'ont intégrée à force de pratique. Mais elle peut s'apprendre. Et le premier pas pour l'apprendre, c'est de comprendre que chaque situation de mépris est, avant d'être une offense, une situation avec une géographie particulière. Il y a un cadre, des témoins, des enjeux spécifiques, une intention de la part de l'adversaire, et des conséquences possibles selon la façon dont on répond ou dont on ne répond pas. La question du silence mérite qu'on s'y attarde longuement, parce qu'elle est probablement la plus mal comprise de toutes les stratégies disponibles. Dans la culture populaire, le silence face à une offense est souvent interprété comme de la faiblesse, de la peur ou de la résignation. Cette interprétation est exactement ce que les hommes puissants exploitent. Machiavel écrit que le prince doit être à la fois lion et renard. Le lion impressionne par sa force. Le renard déroute par son intelligence. Un prince qui ne sait être que lion ne voit pas les pièges que ses adversaires lui tendent. Et l'un des pièges les plus fréquemment tendus dans les dynamiques de pouvoir, c'est précisément la provocation publique conçue pour forcer une réaction émotionnelle. Celui qui tombe dans ce piège et explose sous la pression donne deux choses à son adversaire. Une victoire immédiate et une carte, la connaissance précise de comment le déstabiliser la prochaine fois. Le silence stratégique, lui, est tout autre chose. Ce n'est pas l'absence de réponse par incapacité à répondre. C'est le refus délibéré de jouer sur le terrain choisi par l'adversaire. Il dit sans un mot, « Cette provocation n'est pas à la hauteur d'une réponse de ma part. » Et cette communication implicite, aussi elle est perçue comme authentique et non comme de la résignation, est dévastante pour celui qui a lancé l'affront, parce qu'elle lui dénie ce qu'il cherchait, une réaction visible qui confirme l'impact de son geste. Marc Aurèle pratiquait ce silence avec une constance documentée. Dans ses pensées, il revient plusieurs fois sur des hommes de sa cour ou de son entourage qu'il avait offensés, trahis ou méprisés.
Et dans presque tous les cas, sa première réaction notée est l'observation sans jugement, suivie d'une question sur la nature propre de l'offenseur. Il écrit, dans une formulation qui revient sous différentes formes, « Cet homme agit selon sa nature. Comment pourrais-je lui reprocher d'être ce qu'il est ?» Ce n'est pas de la naïveté. Car c'est une façon de neutraliser l'impact émotionnel de l'offense pour conserver une totale liberté dans la décision qui suit. Julius César utilisait le silence d'une façon légèrement différente, mais tout aussi calculée. Face à certains sénateurs qui le méprisaient ouvertement, il choisissait de ne pas répliquer directement. Mais il gardait une mémoire méticuleuse des offenses. Suétone rapporte que César notait scrupuleusement les trahisons et les affronts, non pas pour en souffrir, mais pour agir au moment opportun. Son silence n'était pas de l'oubli, c'était de la patience armée. La distinction entre silence stratégique et passivité résignée repose sur un seul facteur, l'intention. Et cette intention est presque toujours perçue par les observateurs, même sans que rien ne soit dit. Un homme qui absorbe une offense en semblant s'effondrer intérieurement communique une chose. Un homme qui absorbe la même offense avec un visage neutre et un regard calme communique exactement le contraire. Le corps, la posture, le regard, le rythme de la respiration, tout cela parle avant que les mots prennent la parole. C'est ici que la maîtrise de soi cesse d'être une discipline intérieure abstraite et devient une présence physique tangible. Les hommes puissants qui ont travaillé leur régulation émotionnelle dégagent quelque chose que les autres ressentent sans toujours pouvoir le nommer. Une solidité, une densité. L'impression que rien de ce que vous pourriez leur dire ne les ferait tomber. Cette impression n'est pas une illusion. Elle est le reflet direct d'un travail intérieur réel. Et elle constitue, avant même que la moindre parole soit échangée, une forme de dissuasion. Sénèque, dans son traité de la colère, décrit longuement ce qu'il appelle la dignitas, cette qualité de présence qui signale à autrui qu'il est face à un homme sur lequel les pics ordinaires ne prennent pas. Il insiste sur le fait que cette qualité ne s'acquiert pas en cherchant à la projeter, mais en travaillant les fondations intérieures qui la produisent naturellement. On ne peut pas simuler durablement une maîtrise qu'on n'a pas. On peut en revanche la construire. Et quand elle est réelle, elle se voit. La question que tout cela soulève naturellement est la suivante. Quand, alors, faut-il répondre? Quand le silence cesse-t-il d'être une force et devient-il un signal de faiblesse? Et c'est peut-être la question la plus complexe de tout ce que nous abordons ici, parce qu'elle n'a pas de réponse universelle. Elle dépend entièrement du contexte, du public présent et des enjeux spécifiques de chaque situation. Machiavel offre une grille d'analyse utile. Pour lui, la réponse à une offense devient nécessaire quand l'absence de réponse risque d'installer durablement une perception de faiblesse, non seulement dans l'esprit de l'offenseur, mais dans l'esprit des témoins. La différence entre un silence puissant et un silence résigné, aux yeux des observateurs, dépend souvent de ce qui précède et de ce qui suit. Un homme dont la réputation est déjà solidement établie peut se permettre d'ignorer une offense publique sans que personne n'en doute. Un homme dont la position est encore fragile ou contestée doit peser bien plus soigneusement les conséquences d'une absence de réponse. Julius César avait compris cette nuance dans ses eaux. Au début de sa carrière politique, quand sa position était encore vulnérable, il répondait à chaque tentative de le diminuer, mais jamais de façon émotionnelle, toujours de façon stratégique. Il choisissait le terrain, il choisissait le moment. Il choisissait la forme de la réponse pour qu'elle serve non seulement à neutraliser l'offense présente, mais à renforcer l'image qu'il voulait projeter. La réponse n'était jamais seulement une riposte, c'était un acte de construction narrative. À mesure que sa position se consolidait et que sa réputation devenait inattaquable, et César pouvait se permettre d'ignorer ce qu'il n'aurait pas pu ignorer 10 ans plus tôt. C'est une des observations les plus instructives de l'histoire politique romaine. Le même comportement peut être une force ou une faiblesse selon la position qu'occupe celui qui l'adopte. Les hommes puissants le savent. Ils ajustent leur stratégie non pas à leurs émotions, mais à leur position réelle dans l'espace de pouvoir où ils évoluent. Cette lecture situationnelle est exactement ce que les théoriciens modernes de l'intelligence émotionnelle appellent la compétence sociale, la capacité à lire avec précision les dynamiques d'un groupe ou d'un échange, et à calibrer son comportement en fonction de ce qu'on y observe. Ce n'est pas de la duplicité, c'est de la précision. La même précision qu'un chirurgien qui choisit son instrument
en fonction de la nature exacte de l'intervention qu'il doit pratiquer. Il y a cependant un dernier niveau dans la façon dont les personnes puissantes gèrent le mépris, un niveau que ni les philosophes stoïciens ni Machiavel ne formulaient explicitement en ces termes, mais qui traverse toute leur pensée. C'est la question de l'indifférence réelle, par opposition à l'indifférence simulée. L'indifférence simulée est ce que pratiquent les gens ordinaires quand on leur dit de ne pas se laisser affecter. Ils font semblant. Ils sourient en surface pendant que ça brûle en dessous, et cette comédie est épuisante, parce qu'elle demande un effort constant pour maintenir une façade qui contredit ce qu'ils ressentent réellement. Elle n'est pas non plus très convaincante pour les observateurs attentifs, parce que les signaux non-verbaux finissent toujours par trahir l'état intérieur réel. L'indifférence réelle est quelque chose de fondamentalement différent. Elle ne demande pas d'effort parce qu'elle n'est pas une comédie. Elle est le résultat naturel d'une vision assez grande et d'un dessein assez solide pour que les provocations extérieures perdent objectivement de leur importance. Marc Aurèle pouvait observer un sénateur qui le méprisait et ressentir quelque chose proche de la pitié, non pas une pitié condescendante, mais une pitié lucide. Cet homme agit depuis ses limitations. Son mépris en dit plus sur lui que sur moi. Cette pensée répétée et intégrée jusqu'à devenir réflexe et produit une indifférence qui n'a pas besoin d'être simulée parce qu'elle est fondée sur une évaluation objective de la situation. Épictète exprimait cela de façon encore plus directe. Il disait que l'homme qui a compris ce qui est vraiment en son pouvoir, ses jugements, ses désirs, ses intentions, et ce qui ne l'est pas, les opinions d'autrui, les circonstances extérieures, ne peut pas être réellement blessé par le mépris d'un autre. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a compris que la blessure ne peut exister qu'avec son consentement. Et ce consentement, il a choisi de ne pas l'accorder. Les hommes puissants qui ont atteint cet état, et ils ne sont pas nombreux, parce que cela demande une honnêteté avec soi-même que peu de gens acceptent vraiment d'exercer, en y dégagent quelque chose que leurs adversaires perçoivent comme une menace existentielle. Parce qu'un homme qu'on ne peut pas blesser, qu'on ne peut pas déstabiliser, qu'on ne peut pas faire réagir de façon prévisible, c'est un homme sur lequel les outils ordinaires de la domination n'ont pas de prise. Et c'est précisément pour cela qu'il inspire ce mélange particulier de respect et d'appréhension que tous les grands dirigeants de l'histoire ont su produire autour d'eux. Ce que cette exploration révèle, au fond, c'est que la gestion du mépris par les personnes puissantes n'est jamais un acte isolé. C'est le résultat visible d'un travail souterrain, patient et souvent solitaire. Un travail sur la connaissance de soi, un travail sur la solidité intérieure, un travail sur la compréhension des mécanismes du pouvoir et des dynamiques humaines. Machiavel, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ils ne décrivent pas des techniques à appliquer mécaniquement dans des situations difficiles. Ils décrivent une façon d'être qui, une fois construite, produit naturellement les comportements qu'ils recommandent. Julius César ne calculait pas à chaque instant comment répondre à une offense. Il avait intégré une compréhension du pouvoir suffisamment profonde pour que ses réponses soient, la plupart du temps, justes d'instinct. De même pour Marc Aurèle. Le journal qu'il tenait n'était pas un aide-mémoire de règles à suivre. C'était un espace d'entraînement où il travaillait, jour après jour, à approfondir une disposition intérieure qui finissait par se manifester naturellement dans ses actions. Ce que Vladimir Poutine ou n'importe quel autre dirigeant moderne manifeste dans sa gestion des provocations et des affronts, que cela corresponde ou non à des valeurs qu'on approuve, c'est également le reflet d'un travail de construction, d'une discipline, d'une compréhension des dynamiques de pouvoir intégrées à force de pratique dans des environnements où l'erreur avait un prix immédiat et mesurable. La leçon, à travers tous ces exemples et toutes ces époques, reste la même. Le pouvoir réel sur une situation de mépris ne commence pas au moment de l'affront. Il se construit bien avant, dans la façon dont on se connaît soi-même, dans la clarté de la vision qu'on a de sa propre trajectoire, dans la solidité de la réputation qu'on a bâtie, et dans la profondeur avec laquelle on a intégré le fait que les jugements des autres sur notre valeur sont, en dernière analyse, leur affaire, pas la nôtre. L'intelligence émotionnelle n'est pas une douceur, c'est une précision. Machiavel n'était pas un cynique, c'était un réaliste qui avait compris, avec 5 siècles d'avance sur la psychologie moderne, que les hommes qui durent sont ceux qui savent gouverner ce qu'ils ressentent aussi sûrement qu'ils gouvernent ce qu'ils font. Et les stoïciens n'étaient pas des hommes détachés du monde. Ils étaient au contraire pleinement engagés dans le monde.
C'est précisément parce qu'il s'était entraîné à ne pas en être gouverné qu'il pouvait y peser avec tant de force. Sortir d'une situation de mépris avec une position plus forte qu'avant. C'est cela, à la définition opérationnelle du pouvoir réel. Pas la victoire dans l'échange immédiat, pas l'humiliation publique de l'adversaire, mais le renforcement silencieux et durable de sa propre position par la démonstration d'une maîtrise que les autres ne possèdent pas. C'est ce que César faisait. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait. C'est ce que Machiavel décrivait. Et c'est ce que les hommes les plus puissants de chaque époque ont en commun, au-delà de leurs différences de culture, de méthode et de valeurs. Et si cette vidéo t'a apporté une seule chose, que ce soit celle-ci, la prochaine fois que tu feras face à un affront, avant de réagir, pose-toi une question. Une seule. Quelle est la réponse qui me place dans la position la plus forte? Pas dans 10 secondes, mais dans 10 jours, 10 mois, 10 ans. Non, cette question seule changera la nature de ta réponse. Et avec le temps, à force de te la poser systématiquement, elle changera la nature de ta présence.